verre, un peu comme une lentille optique, eh bien, ouvre vers des mondes imaginaires très conséquents qui vont souvent devenir des terreaux en fait à une forme d'imagination, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit purement de fiction. Donc ça parcourt tout un tas de romans, ces images autour du verre, donc un verre qui est porteur d'images et donc une grande richesse symbolique, mais aussi dans des textes qui sont beaucoup plus théoriques, hein, notamment sur l'architecture de verre, qui elle aussi est très porteuse en général, c'est très proche des mouvements réformateurs, d'avant-garde, utopistes. Moi, le verre, il est transparent, il contribue, comment dire, à agrémenter l'idée de quelque chose que je défends très fermement, c'est le droit à la lumière pour tous. Nous, on joue avec la lumière. C'est-à-dire on doit jouer avec le temps qui passe. C'est pas simplement le fait de mettre un petit sujet, un coup de pinceau à droite à gauche, non. C'est une réflexion du monde de la transparence en contact avec la lumière de façon à s'élever. Le vitrail, il est fait pour ça d'ailleurs. Les gens ont l'habitude de regarder vers le bas. Vous savez, mais vous avez qu'à regarder les gens dans la rue, souvent ils regardent leurs pieds. Et ben nous, dans le domaine du vitrail, on est complètement à l'inverse. On oblige les gens à s'élever et à regarder vers le haut. Donc c'est s'élever vers la lumière. C'est le but du vitrail. Je regarde le verre comme un des matériaux d'une extrême richesse, d'une extrême complexité. Je pense qu'il n'y a pas deux matériaux qui sont transparents, opaques, translucides, fluides, qui nous renvoient à notre propre image, qui se travaillent, qui se sculptent, qui se taillent, qui se coulent, qui est pérenne, puisque l'année internationale du verre fait aussi ça, c'est qu'effectivement c'est un matériau, même s'il y a des points de friction, mais c'est un des matériaux recyclables quasiment à l'infini. Le verre a des qualités mécaniques, chimiques qui lui sont propres et qui feront toujours en sorte que ce matériau puisse être un invité d'honneur dans des productions industrielles, artisanales ou artistiques. C'est vrai que cette dualité entre sa fragilité, sa solidité, le fait qu'il passe d'un état liquide à un état solide, le fait aussi qu'il puisse mobiliser un héritage de 300 ans de savoir-faire pour lui donner forme, pour lui donner corps, fait en sorte que ce matériau restera, à mon avis, un matériau de prédilection pour beaucoup d'activités à l'avenir. L'intérêt du verre, pour moi, c'est que, comme je le dis, j'essaye de développer un rapport au temps beaucoup plus important. Et le verre a cette qualité de demander de très peu d'entretien. Et puis d'être, on va dire, toujours avec une image, en fait, comment dire, comme au moment de la livraison. Alors qu'il y a beaucoup de matériaux qui malheureusement demandent de l'entretien et se transforment au fil du temps. C'est à travers des magnifiques expositions d'art nouveau, notamment avec les collections Dôme, etc., où je me suis rendu compte, mais alors là c'était en tant qu'étudiante, toute la panoplie de possibilités qu'on pouvait voir à travers le verre. On peut inventer en fait sur ce matériau, à la fois pour avoir un rapport extrêmement artisanal de la fabrication, mais extrêmement poussé dans cette dimension industrielle au sens perfection. Donc là, on est dans cet équilibre aujourd'hui et le verre est un matériau qui le permet de jouer un peu sur ces deux dimensions. C'est un matériau d'une incroyable complexité, et quand je dis complexité, c'est richesse et c'est outil de transformation. C'est-à-dire que effectivement, le verre soufflé va permettre des choses que ne permettra pas le verre thermoformé. Le verre à la flamme va offrir des possibilités que la pâte de verre n'offrira pas. Mais si on conjugue et si on assemble ou si l'on confronte ces différents process, ça donne une palette d'interventions absolument incroyable. Alors, il y a une rencontre qui se fait en général vraiment entre l'univers du créateur, du designer, de l'artiste et l'artisan, l'artisanat assemblé en général, qui va soit prêter à interprétation, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas forcément pouvoir réaliser telle quelle la première intention du designer, de l'artiste ou du créateur. Et donc,
on va être soucieux de préserver l'intention artistique, l'esprit de l'artiste, mais on va lui donner une forme qui relève de nos capacités, de notre possibilité à ce moment-là. Donc, il y a une forme d'interprétation qui se fait au moment de la rencontre entre ces deux univers. Et quand la personne invitée à collaborer avec nous a connaissance de la matière, ça va souvent dans le sens de la production au plus proche de son dessin, puisque les contraintes de la matière sont déjà prises en compte par la personne au moment où elle émet son projet. On ne fait pas du tout ce qu'on veut avec du verre chaud. C'est une matière qui déteste les angles, c'est une matière qui a son propre mouvement. Donc en fait, même aujourd'hui, en tant que souffleuse de verre, en fait, le premier designer de l'objet, c'est le verre lui-même en fait. Il arrive avec sa réalité comme comme un collaborateur supplémentaire, et à partir de là, nous en fait, on vient concevoir un projet. Mais très souvent, je dois faire même de la médiation auprès de clients sur ce qui est possible, ce qui est pas possible, parce que en fait, on peut pas tout, à la fois on peut tout faire et en même temps, il faut réussir à jalonner entre le cahier des charges du matériau. Clairement, le verre est un matériau à la fois très intéressant et en même temps qui possède quelques contraintes. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus avec du verre, donc on peut faire beaucoup de choses, mais le verre est un matériau qui ne fait pas toujours ce qu'on veut non plus. Et donc, très, très évidemment, on doit avoir en tête, en tant qu'industriel, à la fois les propriétés de notre verre, qui ne sont pas les mêmes d'un industriel à l'autre. Les propriétés du verre ne sont pas les mêmes. On peut avoir un verre plus ou moins malléable, plus ou moins transparent, plus ou moins, etc. Donc ça, c'est très important d'avoir en tête les caractéristiques, on va dire, techniques, les propriétés de son verre, mais aussi les contraintes industrielles, la façon dont on travaille et ce dont on peut attendre de cette façon de travailler. Sans le verre, on ne peut pas obtenir cette magie visuelle que l'on a. Alors évidemment, c'est pas que la transparence d'ailleurs, c'est justement les défauts du verre qui le rendent plutôt intéressant, plutôt insaisissable, puisque c'est quand même des technologies de soufflage le verre fait un peu ce qu'il veut à l'intérieur. Ça a toujours été la quête. J'y ai un peu participé, mais après on a un peu abandonné. C'est de se dire comment maîtriser ce qui se passe à l'intérieur. Bon, ça a été fait. Certains verriers ont travaillé dessus avec du verre pressé. Mais finalement, à la fin, je me suis dit, c'est quand même plus sympa que ça soit un peu libre à l'intérieur quand même. Quand on fait des maquettes en plexi, c'est nickel. Bon, c'est très bien. Et personnellement, je dis toujours à mes clients, je pense que ça sera plus sympa et plus intéressant avec le verre, parce qu'il y aura quelques surprises. Le moule dans la production verrière artisanale ou même manufacturière, c'est un élément très important. C'est un peu comme la toile pour le peintre. C'est-à-dire que le moule ne fait pas l'objet au même titre que la toile ne fait pas œuvre. Par contre, le moule, c'est quelque chose qui permet de structurer une pensée, structurer une forme. Tout du moins, dans les techniques verrières, c'est très particulier parce qu'un moule ne correspond pas à une pièce finie. Souffler dans un moule, c'est fabriquer le premier objet contenant qui va devoir derrière interroger de multiples techniques. Il existe des centaines de techniques plus ou moins académiques, soit en verre chaud, soit en verre froid, pour augmenter cette pièce, la diminuer, la décorer. Une fois qu'on a soufflé une pièce, on peut lui faire un rajout, on peut lui étrangler son col, on peut le percer à chaud, on peut lui induire un bec verseur, on peut lui greffer un pied, une jambe, et ensuite à froid, une fois que cette pièce est descendue en température toute la nuit, on peut l'argenter, la tailler, la graver, la sabler, l'émailler, le passer à la dorure. L'art du vitrail est un art toujours vivant. C'est un message extrêmement important à faire passer, même si le nombre d'ateliers évidemment est beaucoup moins important
au XIXe siècle par exemple, mais les ateliers de création et de restauration de vitraux existent toujours et font perdurer ce savoir-faire, cet art, avec toujours un regard curieux et une recherche d'inventivité avec, par exemple, l'apport du numérique, avec l'apport des nanotechnologies, voilà, qui permettent d'avoir des créations nouvelles sur, par exemple, de très très grandes surfaces, ou avec des techniques complètement novatrices, avec des impressions démo numériques, par exemple. Voilà, on cherche toujours, les artistes cherchent toujours à innover pour, en fait, pour que cette technique ne meure pas. L'utilisation de la brique ou de la tuile de verre est très large. Elle peut s'utiliser en ERP, établissement recevant du public, comme chez le particulier, comme en industrie, comme en tertiaire. Elle peut s'utiliser absolument partout. Une brique terre cuite, une tuile terre cuite est beaucoup plus basique, beaucoup plus connue. La partie verre sera, j'appelle souvent nos produits, le bijou du bâtiment. En fait, c'est une déclinaison qui devient un composant. Sur une toiture, par exemple, on va mettre quelques tuiles de verre partiellement par rapport à la tuile terre cuite. On peut considérer qu'il y a une partie d'artistique, parce que finalement, on peut faire une déco sur une toiture avec de la tuile de verre, on peut faire une déco dans un mur avec un panachage de briques de verre. On a des fois fait avec des architectes un panachage pour des écoles ou écoles maternelles de différentes couleurs, avec un panachage de briques de verre multicolores au sein d'une cour de récréation d'une école, pour donner une connotation assez plutôt artistique finalement à l'ouvrage. Déjà en 1830, quand Saint-Louis met au point l'art de la table et qu'il préconise 8 verres différents par repas, c'est bien que chacun des verres est dédié spécifiquement à telle ou telle boisson et donc pensé pour cette boisson. Donc la forme, le décor du verre est au service de la dégustation, à la fois de la boisson pour la préserver, mais aussi du confort de celui qui se sert de cet objet. Donc on a des termes qui sont arrivés un peu plus tard dans l'histoire, mais ce souci d'associer le beau, l'utile par rapport à un usage en offrant à la fois une dégustation de qualité et un confort d'usage a toujours été dans la préoccupation de Saint-Louis au moment de concevoir ses collections. C'est ce que nous montre en tout cas la collection historique. Pour les produits Duralex, on a justement la grande chance d'avoir des produits qui peuvent être aussi bien vus d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue design, et tout particulièrement pour nos 2 gammes emblématiques qui vont être la gamme Gigogne, donc la gamme de cantine dans laquelle on regardait son âge au fond du verre quand on était petit, ou la gamme Picardie, donc notre gamme avec les petites facettes sur les côtés qui est extrêmement connue également. Et donc, de par la résistance de notre verre, on a la chance d'avoir des produits qui pourront être utilisés pendant très longtemps et qui sont extrêmement résistants, mais on va aussi avoir des produits dont les designs sont déposés et qui sont vraiment très emblématiques en France et de par le monde, et qui sont reconnus et qui sont présents dans tous les restos, dans des établissements haut de gamme, et qu'on va également retrouver dans la boutique du MoMA à New York ou dans la boutique de l'Élysée pendant un temps. On n'a pas cette prétention de faire des œuvres d'art. En revanche, c'est très valorisant de répondre à un besoin d'un consommateur, et puis de connaître, de rencontrer le succès en fait quand ce produit est mis sur le marché. Évidemment, le design, la forme est une chose, c'est une clé d'entrée, mais à côté de ça, en fait, la fonctionnalité permet d'ajouter, je dirais quelque part, de l'innovation, et de la différenciation aussi. Donc en fait, il faut trouver à chaque fois la bonne combinaison entre le design, le motif, si on parle de décor, la couleur et la fonction du produit. On va arriver aux deux. C'est-à-dire que tous nos flacons, on voudrait qu'on les bascule en objets d'art. Je prends un exemple, 1 Million, je ne sais pas si vous connaissez le lingot, 1 Million de Paco Rabanne. On a eu, mais peut-être à petite échelle, mais on a eu des informations comme quoi les gens trouvaient tellement beau l'objet, c'était un lingot, mais qu'ils hésitaient à le jeter et qu'ils empilaient au fur et à mesure qu'ils l'achètent pour faire une espèce de création. Donc, on a aujourd'hui des flacons qui sont pour nous, on bascule un peu dans l'art. Le dernier qu'on a fait qui s'appelle Fame, les gens le voient vraiment comme un objet de décoration, et on a déjà eu quelques petits retours. Il y en a qui mettent cet objet dans leur salon en décoration, ce qui s'était rarement vu. Donc oui, on commence à basculer dans des objets d'art, et on voit qu'il y a des gens qui aiment tellement leur flacon qui n'est pas ordinaire, mais qui le gardent.
Un flacon est avant tout pour moi un objet d'art. Et c'est en tout état de cause ce que les clients attendent de nous. C'est de pouvoir réaliser un objet d'art, mais qui est à la fois fonctionnel. On s'attache depuis plusieurs années à sensibiliser les étudiants en design à travers un concours qu'on a lancé en 2009. Donc ça va faire 14 ans qu'on lance ce concours dédié au verre pour sensibiliser les designers de demain aux matériaux. Donc ça nous permet de sensibiliser le matériau verre aux designers de demain. Ça nous permet d'avoir aussi un vivier d'innovation, puisque en fait, tous les projets proposés par les étudiants sont pour nous des sources d'inspiration, pour nous verriers, mais également pour nos clients. Et également, c'est un concours qui challenge les étudiants avec une thématique qui change chaque année. Lorsqu'on lance une nouvelle innovation, que ce soit sur Pyrex ou sur Duralex, d'ailleurs, on travaille avec des designers produits qui sont drivés par les différentes études qu'on a pu faire sur les tendances, sur les besoins repérés auprès du consommateur. Et on va bien sûr rajouter les contraintes et tous les objectifs industriels dans ce développement afin de pouvoir être sûr de pouvoir faire un produit qui puisse après être fabriqué dans nos usines. Mais l'aspect, bien entendu, visuel et design est développé en amont avec des experts pour pouvoir faire le produit le plus qualitatif possible après d'un point de vue production et industriel. Il y a cette partie nourriture intellectuelle qui doit forcément venir à la fois des tendances. Donc, ça peut être dans les arts de la table, mais aussi au-delà. Et nous, on travaille des tendances 2 ans en avance. Voilà. Donc, pour aller détecter, en fait, ce qui va se passer sur le marché. Et la source d'inspiration, elle va au-delà, forcément, de l'art de la table. C'est indispensable pour un designer. Les designers sont des designers industriels. Donc forcément aussi avec une connaissance et une expertise des procédés de fabrication et des contraintes de fabrication. Et nous, on se doit, Arc Design, en étant intégré, de proposer des solutions qui vont être faisables, industrialisables. On travaille aussi avec des équipes de designers. On leur fait faire des workshops parfois à partir d'émotions ou de mots-clés. Et après, le réel défi, c'est de transformer ça avec le matériau verre qui, a priori, s'y prête, mais en bouteille qui soit industrielle. Et c'est là que c'est vraiment un gros travail de compromis qu'il va falloir faire avec le client, avec le design et avec nos usines aussi pour les pousser à aller plus loin. On a une capacité vraiment extrêmement large de pouvoir réaliser des formes complexes parce qu'on est capable de pouvoir travailler avec des moules en plusieurs parties. Le moule, on va dire le moule commun à tous les verriers, le plus simple, c'est un moule en deux parties qui s'ouvre en deux. Nous, on est capable de travailler des moules avec 3, 4, 5 parties des fois, donc on est capable de réaliser des designs vraiment très complexes. On a la chance d'avoir des clients qui sont très créatifs et qui nous demandent tout le temps de nous réinventer. Et c'est vrai que façonner le verre, ça fait partie de notre ADN, de nos habitudes de travail. Et c'est comme ça qu'en s'adaptant aux demandes du client, eh bien, on continue à innover et on continue à faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire même quelques mois ou quelques années avant. Une série de bouchons qu'on a fait pour une marque de cognac, donc vraiment dans du flaconnage de luxe. On a produit les 888 bouchons d'une liqueur de cognac qui avait été assemblée et mis au point par, il me semble que c'était la meilleure sommelière au monde, qui avait été primée aussi.
Et donc en fait, dans la mise au point du projet, le défi qu'on s'était fixé, c'était de faire comme si on avait emprisonné une goutte de ce jus, une goutte de cognac, dans le bouchon du flacon. Et donc en fait là, le temps d'échantillonnage des couleurs pour trouver la bonne teinte de verre qui matchait la robe exacte du cognac, on a eu le droit en plus à avoir un tout petit peu de cet élixir en guise d'échantillon de couleurs pour pouvoir comparer tout le temps. Aussi parce que quand on travaille le verre en fusion, on n'a pas du tout le rendu des couleurs définitives. Le verre en fusion, c'est orange vif. Quand ça refroidit un petit peu, ça prend des tonalités un peu rouge cerise. Mais donc en fait, il faut s'imaginer que lorsqu'on échantillonne une teinte, en fait, et ensuite on la place dans un four de recuisson, et en fait on défourne 24 heures plus tard. Donc sur une série d'échantillons, on a intérêt à être très très organisé, avoir beaucoup de cahiers où on écrit toutes les recettes, le grammage exact, etc. Les organiser dans le four pour pas les confondre le lendemain lorsqu'on est au four, etc. Donc en fait sur la durée, en fait ce temps-là était complètement fou. Et c'était beaucoup d'allers-retours, voilà. Et on n'avait même pas encore parlé de la forme ou du moule dans lequel on allait souffler ces bouchons, quoi. Donc ouais, ça c'était un projet assez dingue, en vrai. La Cité du Vitrail est installée dans l'ancien Hôtel-Dieu de Troyes. Donc c'est un bâtiment du XVIIIe siècle en pierre de taille, avec une architecture assez sobre, une pierre blanche, de grandes fenêtres. Et à l'intérieur, on a un escalier monumental qui dessert tous les étages et qui est la colonne vertébrale du bâtiment. Et c'est par cet escalier que le visiteur de la Cité du Vitrail transitera pour passer d'un étage à l'autre. Comment faire un rappel à la Cité du Vitrail avec un lustre dans le centre d'un escalier? Eh bien, la meilleure façon de le faire, c'était essayer de détourner un objet qui appartient au monde du vitrail. Depuis l'origine du verre dans sa composition de ce qu'on appelle du verre plat, c'est-à-dire on fabrique aujourd'hui ce qu'on appelle des manchons, qui sont des tubes, hein, et que l'on souffle, et ces tubes on les fêle sur leur longueur et on les remet dans un four et on les met dans un détendeur et on en produit une feuille de verre. Donc en partant de ce type de fabrication qu'est le manchon, eh bien, on a eu une idée de la construction de ce lustre dans la cage d'escalier de la Cité du Vitrail. Donc c'est un lustre qui va descendre tout le long de la cage d'escalier et que le visiteur va voir du coup en arrivant et qu'il va contourner. En fait, il va tourner autour au fur et à mesure de son ascension jusqu'au 3e étage. On ne sait jamais quoi apporter à un dîner, c'est soit une bouteille de vin, soit un bouquet de fleurs, et bien apportons les deux. Donc, où il y a la rose qui est gravée dans le fond de la bouteille. Quand l'étudiant a imaginé cette bouteille-là, on n'était pas encore, on était au balbutiement de la gravure de fond de la bouteille. On commençait à faire des gravures de fond, on tâtonnait techniquement, et le fait que l'étudiant ait proposé cette bouteille-là, on a décidé, allons plus loin et essayons de développer cette bouteille. Et on a travaillé à partir de l'idée de l'étudiant, cette bouteille-là, qui a plu à un client et qu'on a pu développer et industrialiser. Jean Nouvel, très connu dans le milieu de l'architecture, est venu nous consulter déjà il y a une quinzaine d'années pour faire toute une toiture en tuile de verre. Tuile de verre, donc c'est la seule toiture au monde, c'est la Fondation Cognac G à Rueil-Malmaison, qui est magnifique à voir, si un jour chacun a l'occasion. Fondation Cognac G à Rueil-Malmaison. Jean Nouvel a fait toute la couverture de ce bâtiment qui est une maison de retraite pour artistes en tuile de verre, donc 100% tuile de verre, avec un film réfléchissant en dessous de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'échauffement, mais justement qu'on ait un effet de verre depuis l'extérieur, un effet argenté de verre. Donc c'est absolument extraordinaire. Et également, on a fait une peau de verre sur la façade extérieure qui est du bardage rapporté ventilé, spécialement pour Jean Nouvel. C'est un moyen de se différencier dans un univers où il y a beaucoup de bouteilles standards qui sont semblables. C'est un moyen de premiumiser, de communiquer de la valeur. Et c'est aussi un moyen de raconter une histoire. Et j'ai eu cette idée un peu folle d'associer finalement l'écaille de crocodile, les crocodiles des Costières de Nîmes, au flacon directement et pas uniquement au nom. Voilà.
Je voulais que le nom se transforme en un flacon finalement. Le verre joue avec la lumière. Et donc, avec toutes ces facettes, on a vraiment un jeu de lumière intéressant qui fait ressortir la bouteille. Alors, d'autant plus si elle est très très bien éclairée. Mais je pense qu'en grande distribution, ça a un impact fort également. Avec une bouteille comme ça, on pouvait vraiment, je dirais, changer un peu l'image des costières. Donc c'est un gros pari parce que pour l'instant, on a créé une marque, on a créé un produit, mais je pense qu'on peut, en montrant cette marque et ce produit en Costières de Nîmes, arriver à montrer que le Costières de Nîmes, ce n'est pas que du rosé à 3 € ou 2,50 € en supermarché. Visuellement, oui, le flacon joue un rôle majeur. Il a surtout un rôle, j'allais dire, archéologique, de marque. Oui, il va constituer la marque par des points d'ancrage. Et donc, si vous prenez une marque avec aujourd'hui, la plupart des marques qui sont sur le marché ont facilement 7, 8, 10 parfums différents, avec des histoires différentes. Et donc, ça crée quand même un environnement assez original et assez particulier parce que c'est un peu unique au parfum. Chaque nouveau parfum, c'est une nouvelle histoire. Il faut que le flacon lui-même soit magique, qu'il fasse rêver et raconte comme une histoire. Donc, déjà, en partant de ça, ça veut dire qu'on est obligé de penser à des choses qui sont complètement hors normes. Et vous l'avez vu chez Puig, quand on parle de Carolina avec une chaussure, quand on parle d'Invictus avec une coupe, et le tout est fait en verre de A à Z. Quand on parle de 1 Million, et les derniers, quand on parle de Fantôme, vous avez vu que c'est tout un univers de verre. Et le petit dernier qui est sorti il y a quelques jours s'appelle Femme. Donc, nous, pour répondre à la question, oui, l'objet est primordial. Il faut qu'il fasse rêver. J'espère simplement en fait que on va pouvoir, avec les verriers, dans un futur proche, pouvoir explorer des nouvelles fonctionnalités avec le verre qu'on n'utilisait pas jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en effet, c'est un matériau qui peut encore aujourd'hui surprendre sur des objets où on ne l'attend pas. Là où on utilisait le plastique, par exemple, ce que je disais, c'est que je suis plutôt dans la logique du 100% verre, c'est un peu radical. Et j'espère qu'on va pouvoir aller de plus en plus dans cette direction-là. C'est forcément un peu fougueux, le verre. Il y a un truc avec le feu, la température, etc. Et puis, pour être un peu piquante, je pense que c'est capricieux aussi. Voilà. Il faut être de bonne constitution, ou il faut être très patient pour être souffleur et souffleuse de verre. On continue à avoir des surprises en disant ça va pas marcher. Et quelquefois, sur la base d'une erreur ou d'une chose, mais on a des résultats qu'on n'imaginait pas avoir. Donc, il y a ce côté, on dit le verre est vivant, mais voilà, vivant magique. Il y a ce côté-là qui est vraiment caractéristique de ce matériau. On rejoint donc en quelque sorte là un de ses atouts, effectivement, c'est qu'on obtient par une production humaine, par une recherche tout au long de l'histoire, quelque chose qui va pouvoir copier, voire parfois égaler dans des circonstances où il se fait très rare, soit les gemmes, donc les couleurs des pierres précieuses ou semi-précieuses, ou alors le cristal de roche, qui est un peu cette quête permanente qu'on retrouve beaucoup, notamment chez Pline ou chez d'autres auteurs anciens. Le verre, au cours de son histoire, va osciller entre une forme de rareté, notamment pour les verres les plus cristallins, les plus transparents, une recherche qui va perdurer jusqu'à nos jours, en quelque sorte. On se souvient de Peytre demandant au travers de Saint-Gobain à trouver un verre d'une extrême transparence pour la pyramide du Louvre dans les années 80, et aussi pour les verres les plus colorés, où les couleurs sont les plus denses, les plus riches. La préciosité que le verre continue, même si on arrive à le produire industriellement, et on va dire qu'il n'y a pas forcément une préciosité dans une bouteille faite aujourd'hui, mais symboliquement, il continue quand même de la contenir parce que ces domaines d'application sont tellement larges que le verre continue d'être un élément essentiel de nos sociétés.